L'idée du dialogue, exprimée sous le vocable différent, c'est sémantique. Dialogue national, États généraux, assises de la nation, répond à une conception apaisée de résolution des conflits. Monsieur le ministre, pour cette communication aussi descriptive que riche, elle apporte l'éclairage total. La pertinence des propos n'a d'égal que l'intelligence de l'auteur. Mais dans tous les cas, tout peut se résumer, en tout cas, en une crise multidimensionnelle. La première, c'est donc la crise morale, la crise économique, la crise sociale. Et une crise politique qui s'est traduite tout simplement par une restriction des libertés et aussi par une entrave à l'exercice du jeu démocratique. Et aussi qui se caractérise par une forte contestation des élections. Mais en dehors de ça, la crise multidimensionnelle, elle est aussi une crise économique. À un chômage conjoncturel s'ajoute un chômage structurel lié tout simplement à la désorganisation de l'économie. Une économie essentiellement basée sur une monoproduction et d'autre part sur aussi une dette exponentiellement forte dont les services de la dette en fait pompent l'essentiel du ressources de l'État. D'autre part, c'est une crise aussi d'autorité, comme on l'avait dit. L'État, en tant qu'organe permanent, distinct de la société, est au service d'une minorité au détriment du plus grand nombre. D'où la crise de confiance. Mais c'est aussi une crise morale. On assiste à une inversion des chaînes de valeurs. Autrement dit, les valeurs cardinales que sont donc le travail et le mérite ont été reléguées à portion commune. Or, dans le monde d'aujourd'hui, la créativité participe du mouvement. D'où la nécessité d'aller aux assises pour sceller le pacte républicain et remettre sur les rails les véritables valeurs. Et de ce fait, je vais donc passer à la deuxième communication. Je vous l'annonce. Elle sera donc faite par M. Auguste Mavingou, qui est le secrétaire chargé de l'administration et des finances du CODICOR. Et ça s'intitule « La restauration de la démocratie, une mission pour la diaspora ». M. Mavingou. Mesdames et messieurs, à la faveur d'une analyse minutieuse de la situation générale qui prévaut dans notre pays, le Congo-Brazzaville, la diaspora congolaise a constaté que le Congo est aujourd'hui plombé par une crise sans précédent à tous les niveaux. Crise électorale, crise morale, crise politique, crise économique, crise sociale, crise culturelle. Se fondant sur ce constat, la diaspora a conclu que, dans ce contexte, la restauration de la démocratie au Congo-Brazzaville s'impose. En 1991, une conférence nationale souveraine est organisée dans le but de mettre fin au système du parti unique et d'installer, à la suite de grandes grèves générales qui ont paralysé le pays et contraint le président Sassou Nguesso à céder. Pendant la conférence nationale, la diaspora a contribué à sa réussite de diverses manières. Elle a débattu des schémas suffisamment édifiants pour la démocratie au Congo que la conférence nationale devait adopter. Les différentes délégations de la diaspora ont brillé pendant les travaux de cette grande messe. On se souviendra des envolées oratoires de Maître Mouteleno Massengo et Kondi Akala, et j'en passe. C'est au cours de cette conférence que Pascal Lissouba, ancien fonctionnaire international à l'UNESCO et ancien Premier ministre, jeta les bases de la création d'un parti politique
qui l'amènera au pouvoir, après une période de transition d'un an initiée par la conférence nationale et conduite sous la prévoyance de André Milongo. Des élections libres et transparentes seront organisées et Pascal Lissouba sera élu président de la République pour un mandat de 5 ans. 3 mois seulement après sa prise de fonction, Pascal Lissouba va connaître un début des troubles qui vont durer tout le long de son mandat. 5 ans après le mandat de Pascal Lissouba, l'actuel chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui, après une première présidence de 1979 à 1991, est revenu au pouvoir à l'issue d'une guerre civile du 5 juin 1997 au 15 octobre 1997, soit quelques mois avant la fin du mandat de Pascal Lissouba, au cours de laquelle il l'a emporté sur le président élu Pascal Lissouba. En fait, ce fut un coup d'État. Le président Denis Sassou Nguesso, qui est revenu au pouvoir en utilisant les armes comme moyen pour reconquérir le pouvoir politique, a enfreint les principes démocratiques. Dès lors, ce coup d'État du 5 juin 1997 a signé l'acte d'arrêt du processus de la jeune démocratie congolaise. Car tout ce qui a été construit au prix des sacrifices énormes, notamment la Constitution de 1992, les institutions démocratiquement élues, a été sacrifié et foulé au pied au sortir de la guerre de 1997, soucieux du devenir de notre pays. La diaspora congolaise, qui est une force dont on ne peut douter l'engagement et la détermination, se bat par tous les moyens de voir se rétablir la pratique de la démocratie en République du Congo. Ce combat se poursuit jusqu'à ce jour de différentes manières. Il y a d'une part des associations à caractère politique, social et culturel, et d'autre part des individualités qui se sont investies dans la lutte pour la restauration de la démocratie. Le travail entrepris par le comité d'action de la diaspora pour la convocation des États généraux de la nation entre dans ce cadre. C'est donc tout le sens de notre rencontre ce jour. La démocratie, on ne le dirait jamais assez, est considérée comme étant un régime qui assure l'identification des gouvernés aux gouvernants. C'est-à-dire, le peuple se reconnaît en ses dirigeants, en ce sens que c'est le peuple lui-même qui choisit ses dirigeants en toute liberté. Personne ne lui a imposé quelqu'un, ni par la force, ni par les intimidations, ni par la voie nominative. C'est un régime politique dans lequel le pouvoir est détenu ou contrôlé par le peuple. C'est ce qu'on appelle le principe de souveraineté, sans qu'il y ait de distinction liée à la naissance, la richesse, la compétence et autres distinctions. Ça s'appelle le principe d'égalité. Actuellement, la plupart des États africains se réclament de la démocratie sans toujours la pratiquer véritablement. Depuis le retour du président Denis Sassou Nguesso au pouvoir, des atteintes à la démocratie sont légion. Le gouvernement congolais étouffe les manifestations syndicales et politiques des opposants à Brazzaville. La diaspora a toujours dénoncé vigoureusement toutes ces exactions, telles que les multiples arrestations et détentions de personnes voulant exprimer leurs opinions, ainsi que l'interdiction des réunions politiques des opposants. En effet, s'agissant des arrestations, nous citerons M. Amédée Luemba Delo, Congolais âgé de 31 ans, avait été mis en détention le 2 mars 2011 après son arrestation à Pointe-Noire, capitale économique du Congo, par les services spéciaux. Il avait voulu mettre en œuvre à Pointe-Noire un plan de manifestation pacifique
incluant une grève des transporteurs. Cette marche pacifique qui allait être suivie d'un sit-in de la jeunesse pour protester contre, entre autres, le mauvais état des routes, les multiples inondations et la présence massive des ordures dans la ville, avait fini par se transformer en séquestration du jeune Amédée à la Direction générale de la surveillance du territoire, qui l'accuse, curieusement, d'organiser un coup d'État contre le président Sassou Nguesso. Après 54 jours passés dans les geôles de la DGST, il est présenté devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville qui confie son dossier au deuxième cabinet d'instruction, celui-ci confirmant les chefs d'accusation, le jeta à la maison d'arrêt centrale de Brazzaville. La diaspora, pour sa part, saisie de cette affaire par l'intermédiaire de Raphaël Mboma, en sa qualité du président du CODICOR au moment des faits, une déclaration avait été initiée pour dénoncer cette arrestation arbitraire et exiger du gouvernement de Brazzaville la libération du jeune Amédée Lembadé. Par ailleurs, en date du 30 juillet 2011, un meeting du Rassemblement des jeunes patriotes, association politique de l'opposition congolaise, présidé par M. Paul-Marie Polé, a été interdit par le préfet de Brazzaville. Cette association avait régulièrement demandé l'autorisation de tenir son meeting à l'esplanade du stade Massamba Débat à Brazzaville. Le jour du meeting, les militants de cette association se sont retrouvés avec les policiers qui avaient déjà investi les lieux la veille de la manifestation. Le préfet n'a pas formellement répondu aux organisateurs. Toutefois, les responsables de la police répondant aux interrogations des organisateurs ont présenté une note signée du préfet interdisant la dite manifestation. En outre, depuis le 7 août 2011, 3 personnes, dont M. Isidore Merlin Gomo, chauffeur transporteur, sont détenus au commissariat de police de Lumumba, premier arrondissement de Pointe-Noire. Il leur est reproché d'avoir voulu organiser une grève des transporteurs en réaction au rétablissement unilatéral des taxes liées au transport routier, alors que le problème ayant occasionné depuis quelques années la suspension du paiement de cette taxe reste entier. Le mauvais état des routes dans la ville. Le même jour, le 7 août 2011, M. Patrick Eric Mampouya, blogueur très critique du système autocratique au Congo, a été interpellé par la DGST à l'aéroport international de Mayamaya lors de son arrivée à Brazzaville en provenance de Paris. D'autres arrestations sont à déplorer. C'est le cas des arrestations arbitraires du général Ferdinand Baou, le colonel Marcel Sourou, maître Ambroise Hervé Malonga et Gabriel Pombessa, l'opposant Paul-Marie Polé et bien d'autres encore plus anonymes. Comme vous pouvez le constater, face à toutes ces libertés individuelles et la règle de la majorité bafouée pendant les élections, la Constitution foulée aux pieds, le principe de séparation des pouvoirs non respecté, les emprisonnements, les astreintes à résidence, les interdits à la dictature et à la barbarie institutionnalisée, la diaspora regroupée au sein du comité d'action de la diaspora congolaise pour la convocation des États généraux de la nation, qui lutte pour des droits fondamentaux du peuple congolais, mène sur le sol français des actions de grande envergure pour restaurer la démocratie au Congo. Ainsi, la coordination Congo-Yassika, à l'origine de laquelle a été créé le comité d'action, a déjà organisé une manifestation devant l'ambassade du Congo le 16 juillet 2012 pour dénoncer les arrestations arbitraires, protester contre la mascarade électorale sur lesquelles le pouvoir de Brazzaville excelle. Des conférences, débats et focus sont organisés sur la place de Paris, toujours dans la recherche des voies et moyens pour rétablir la pratique de la démocratie dans notre pays. Nous devons affirmer notre volonté de croire en notre capacité
en tant que démocrate pour communiquer des valeurs de manière progressive, de sorte que le peuple congolais s'imprègne de la culture de la démocratie. Le comité d'action de la diaspora congolaise pour la convocation des États généraux de la nation est en synergie avec l'opposition intérieure sur des actions qui le partagent. C'est le cas de l'initiative du collectif des 17 portant sur la convocation des États généraux de la nation au Congo-Brazzaville. En effet, ces États généraux qui devront être un haut moment de prise de conscience seront l'occasion d'un dialogue citoyen et constructif en vue de persuader les forces de la nation sur la nécessité de bâtir un véritable État démocratique. Seul un État légitime sera un État démocratique, car la démocratie est le régime politique qui tend à imposer la liberté et la légalité dans les relations individuelles. La démocratie prise comme culture de progrès et de développement doit nous amener à privilégier la communication, le débat de manière générale. Les Congolais doivent se parler dans un cadre consensuel qui est convenu aujourd'hui d'appeler les États généraux de la nation. Le débat dans ce cadre apparaît à notre sens comme un préalable à l'action ou à l'œuvre de la construction nationale et de développement. Ce développement passe par l'information, la formation nécessaire à l'élévation de la conscience du citoyen congolais et à l'acquisition de la culture démocratique. Celle-ci, en tant qu'elle détermine le progrès, doit être effective à la culture du changement, la culture du travail, donc la culture du développement. C'est le peuple réuni d'une manière générale, sans clivage transcendant, religion, ethnie, tribu, appartenance politique, culture, conscience, âge, niveau social, sexe et handicap, qui se donne une constitution pour bâtir une nation. Voilà, mesdames et messieurs, chers invités et chers compatriotes, les contours de la mission de la restauration de la démocratie au Congo que la diaspora, à travers le comité d'action, s'est assigné avec détermination. Je vous remercie. De liberté et de droit. Et donc, on peut dire qu'il y a une équation entre l'offre politique et la demande politique qui part des citoyens. Donc l'objectif justement des États généraux, c'est de faire que l'on retrouve le cadre légal qui fera la concorde entre l'acteur politique et les citoyens congolais. Merci en tout cas pour cette intervention. Bien, merci de m'avoir accordé la parole. Je suis quelque peu choqué quand même qu'il y ait des restrictions, alors que nous sommes à l'Assemblée nationale française. C'est bien curieux, et dans la salle, à gauche, du Parti socialiste. L'histoire de France, le ministre Barry a essayé de rappeler, de faire quelques références par rapport aux États généraux de 1792. Alors qu'on puisse accorder 2 minutes pour des débats aussi importants. Ça me surprend. Ça me surprend. Et encore, il a fallu réagir pour dire est-ce qu'on est à l'église Posez la question, vous perdez vos 2 minutes. Soyons logiques. Vous me laissez terminer. Qu'est-ce quoi? C'est vous qui dirigez finalement? Bon, je vais m'arrêter. C'est ça le Congo. Je comprends. Je vais m'arrêter parce qu'il faut se taire. On sait de quoi ça relève. Je vous dis simplement qu'en continuant comme ça, nous ne sommes pas si loin de la dictature en place. Voilà. Non, je ne parle plus. Je vous remercie. Au suivant. C'est M. Blanchard de la République démocratique du Congo. Ma question sera posée à l'ancien ministre de la Justice. Qu'est-ce que vous entendez de la France, parce que l'État général de la diaspora congolaise, c'est ici en France. En plus, on est dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Si l'ancien président de ELF a déclaré à la télé, M. Edouard, le président de la République d'Angola, nous a donné
Congo-Brazzaville et nous lui avons donné la paix. Donc, la France a donné Congo-Brazzaville à la France et la France a donné la paix en Angola. J'interviens pour voir comment va se dérouler l'état général, l'état général de la nation. Est-ce que ça sera une conférence nationale bis? Est-ce qu'elle va se situer dans quelle période? Allant de 60 à 2013 ou allant de 91 à 2013 ou allant seulement du pouvoir Sassou Nguesso, que nous connaissons les dégâts actuellement? Le Congo est dans une cour de récré et qu'il faut chercher des solutions pour que nous puissions ensemble construire un État structuré. Donc, ce que je veux poser la question, je veux seulement savoir, est-ce que les staffs actuels, est-ce que c'est le gouvernement qui va être en place? Est-ce que, voilà. Donc, je ne sais pas, parce que vous êtes présenté là, moi je ne connais pas qui vous êtes, et voilà, un à un. J'ai entendu un ancien ministre, où on connaît bien la situation chaotique qu'avait connu le Congo entre 1992 à 1997. On avait bien construit une démocratie à la conférence nationale souveraine de 1991. J'y étais à l'époque. J'ai un collègue ici qui a enseigné à l'époque au quel lycée? Vous enseignez au lycée technique, moi au lycée d'approche. Lui, il est ici de sciences économiques, moi de la fac des sciences. Donc, on est dans une situation qui est chaotique au Congo. Est-ce que nous allons établir ces états généraux de la période allant de 91 à 2013 ou c'est seulement la parenthèse Sassou Nguesso? Donc c'est la question que j'aimerais savoir. Il faut savoir aussi qu'on a parlé beaucoup de démocratie, mais il faut savoir que est-ce qu'on va laisser le nouveau poulailler du Congo à Derena, parce qu'on connaît bien la situation, donc il ne suffit pas de donner démocratie. Merci. Voilà. Je termine seulement cette parole. Donc le but est de construire des contre-pouvoirs solides et j'en ai les réponses. Et certains même, je l'ai vu régulièrement sur Internet, moi qui aujourd'hui qui est du nord de Makwa, mais qui aujourd'hui du côté du pouvoir dit non mais c'est quelqu'un qui trahit, bon, je m'en fous, d'accord? Donc on est là pour construire un État, on est dans une situation chaotique. Aujourd'hui on est fliqué sur Internet, les réseaux sociaux, et partout, je ne prends pas avec mon téléphone, parce qu'on est fliqué. Merci, Donc, merci. voilà, donc je vous dis seulement, est-ce que nous allons construire des contre-pouvoirs solides pour que nous puissions, national bis avec C'est monsieur Tiba. Bonjour, je suis monsieur Vianney Tiba, responsable du collectif de la jeunesse du collectif UPC Unis pour le Congo. Je vous remercie de la parole que vous m'accordez. Je remercie l'initiative que le comité d'action a eu en séjour au sein de la salle de l'Assemblée nationale. Peut-être pas aujourd'hui, mais il faut créer des conditions de façon que les gens puissent s'exprimer. Et peut-être le frère Manola, je pense qu'il faut quand même qu'on l'entende. C'est très important. Je voulais aussi vous dire ceci, que le collectif UPC Unis pour le Congo reste ouvert à toute forme de dialogue politique au Congo-Brazzaville. Mais nous savons au jour d'aujourd'hui la situation qui prévaut au Congo-Brazzaville depuis la conférence nationale souveraine de 1991 jusqu'au mandat du président Pascal Lissouba à la fin des années 97 et l'arrivée par les armes au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso. Et nous savons aussi tout ce qui s'est déroulé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais sachez une chose, que les Congolais souffrent et ils meurent tous les jours. Est-ce que nous allons être en train d'être piégés ou tomber dans le piège du pouvoir par ces réseaux qu'il a infiltrés de l'intérieur, de l'opposition intérieure ou de la diaspora? Mais je souhaite que nous recherchions des moyens pour combattre ce vaste réseau de mafia par des possibilités de contacts que nous avons ici en France. Et je pense que si les Congolais sont organisés et si nous avons la possibilité d'avoir des soutiens logistiques, des moyens de toutes sortes, nous pouvons amener M. Denis Sassou Nguesso à accepter et aller à une forme
de consensus. Sinon, M. Denis Sassou Nguesso n'est pas prêt à nous offrir quelconque forme de concertation qui va l'amener à perdre le pouvoir. Parce que nous savons que M. Denis Sassou Nguesso est venu au pouvoir par les armes, il ne sortira que par les armes. Merci. Ça c'est clair, M. Denis Sassou Nguesso ne pourra pas sortir du pouvoir qu'il a eu par les armes en vous laissant la porte ouverte. Voilà, merci. La parole est à M. Jacques Mbaka, je crois. Je vous remercie beaucoup. Je m'appelle donc Jacques Mbaka, membre du comité directeur de l'Union des populations du Cameroun. Alors, j'étais très heureux vraiment d'apprendre ces états généraux. Et je voudrais seulement faire un témoignage qui va peut-être nous ramener très loin, très derrière. Parce que quand le président Lissouba a pris les fonctions par la conférence nationale au Congo dans les années 97, nous étions très heureux à l'époque aussi au Cameroun. On a essayé de faire quelque chose, mais on a échoué. Bon, par une question d'incompétence, il faut le reconnaître aujourd'hui. Alors, je voulais dire ceci. Le président Lissouba est quelqu'un que j'ai entendu parler très jeune. Très jeune parce que je suis issu des milieux des combattants camerounais. J'avais des parents qui étaient déjà au maquis dans le temps. Et l'école principale de Brazzaville était la base de l'Union des populations où nos combattants quittaient pour entrer en brousse, entre guillemets, à l'époque. Donc on a gardé un grand souvenir du président Lissouba à l'époque, puisqu'il était le premier ministre du président Massamba Deba. Donc je suis venu ici aujourd'hui pour dire que ce travail que nous commençons là, nous sommes aussi au seuil de ce travail aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une forme de coordination et que nous arrivons surtout à nous former. À nous former, pas de parler avec passion. Si nous avons passé des années, je suis de ceux qui sont arrivés en France dans les années 70, hein, on ne peut pas voir comment on est jeune, hein, on a des enfants de plus de 40 ans. Donc on est bien formés par les sciences politiques, par des écoles d'ingénieurs ici. Nous sommes capables aujourd'hui, avec l'expérience que nous avions eue dans les années 90, par les conférences nationales qui ont échoué, à former nos enfants, à former nos jeunes frères, pour qu'ils puissent se comporter comme des futurs dirigeants, pas comme des passionnés. Parce qu'il y a eu cette histoire de la guerre froide, où il y avait toujours un côté, les gens qui étaient des communistes, ils étaient à rejeter, même l'Église les rejetait, de l'autre côté des saints qui nous ont amenés dans l'état où nous sommes aujourd'hui avec des guerres au Mali. Donc nous devions prendre conscience de tout cela et nous organiser à travailler. Merci beaucoup. Mon cher Martin, je te redonne la parole. Tu voulais parler, pas. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas grand-chose à dire maintenant, mais merci. C'est une forme de démocratie et de considération aussi. Simplement, je voulais réagir au départ sur, disons, certains concepts, s'il faut parler ainsi. J'ai suivi le ministre Ouabary, j'ai suivi notre compatriote Cicéron Massamba, et c'est enfin, je crois que par le propos de notre compatriote Mavimbu, c'est ça, que j'ai entendu parler pour la première fois du mot dictature. Et nous voulons bien faire en sorte qu'au Congo on organise des états généraux, mais je me pose quelques questions. Dans quel cadre constitutionnel? Quand nous savons bien que c'est bel et bien un régime totalitaire, une dictature. J'ai préparé quelques documents que je voulais même lire, on va gagner du temps, je n'ai pas envie d'y revenir. Vous avez dû lui lire pourtant un journal qui lui a acquis le pouvoir en place, le dernier numéro des Jeunes Afrique, l'analyse qui est faite. Vous comprenez bien que monsieur ne bougera pas des soliotailles, il ne veut pas. Il s'en prend. Le plus mauvais souvenir de sa vie politique, c'est la conférence nationale souveraine. Ça, vous le savez bien. Alors, quels moyens nous donnons-nous réellement pour contourner, dès lors que nous savons que M. Sassou et ses écuries ne l'accepteront pas? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, quelle hypothèse haute émettons-nous pour réclamer l'unique, si vous voulez, la conquête la plus importante
n'aime la vie que nous a offert ou légué la conférence nationale souveraine, à savoir la Constitution du 15 mars. Ce n'est pas pour autant pour la reconnaître comme telle. Donc posons des hypothèses hautes à la dictature en place pour dire on veut des États généraux, mais pas avec ce cadre constitutionnel. Ensuite, faire allusion aux élections, c'est mon point de vue, je suis peut-être un rêveur, mais quelque part, Jean-Paul Césaire nous a appris que lorsque vous avez un rêve, tenez jusqu'au bout. Parce que le rêve, c'est déjà un engagement, c'est un combat, et vous finirez toujours par réussir. Donc, sincèrement, c'est bien l'initiative prise. C'est bien, c'est symbolique cette salle. Je suis venu parce que c'est cette salle. J'ai l'habitude de cette salle. Je connais un peu, mais des compatriotes ouest-africains sont passés par ici. Il y en a certains qui sont restés 40 ans dans l'opposition, ont pu avancer parce qu'ils, je ne dis pas parce que forcément qu'ils sont passés par ici, mais ils sont quand même passés par ici. Donc de grâce, quand il y a ce genre d'organisation, je vous apprends, vous avez l'habitude, vous en avez l'habitude. Non seulement il faut consulter, mettez à disposition la démarche qui est conçue au départ pour que les gens, qu'on puisse entraîner beaucoup d'autres personnes. J'ai entendu un autre compatriote dire, un tel est où, tel autre est où. On les a parfois consultés. Mais puisque nous avons souvent pris des mauvaises habitudes, nous avons pris souvent l'habitude aussi d'amuser la galerie pour des querelles, si vous voulez, intestines, ou de personnalité, de positionnement et tout, je n'ai pas à nous rappeler ici que la situation parmi les premiers aux années 60, jusqu'au début des années 70, avant que la horde militaire ou les hordes ne s'emparent du pouvoir. Je n'aime pas parler en termes du nord-sud, non. Moi, dans ma famille, j'ai des neveux, des enfants, des petits-neveux qui soient du nord, du sud, je ne sais pas quoi, partout, de partout. Je suis congolais et j'en suis fier. Alors, si nous voulons réellement obtenir les États généraux au Congo, procédons autrement. Et que faisons-nous ici, nous sommes sur la place de Paris, quand nous savons que tout ce qui se déroule en Afrique francophone se déroule sur la place de Paris? Qu'est-ce que nous faisons pour que le pouvoir actuel, avec le président Hollande, et pourtant, nous lisons entre les lignes quand même certaines choses, mais qu'on ne continue pas, que lorsque quelqu'un veut prendre la parole, qu'on prenne toujours le désordre, chantant à gauche, sans qu'on veut m'empêcher de parler, qu'il y ait un président et tout. Avec ce désordre-là, on n'y arrivera jamais. Merci. Merci. Bien, le dernier intervenant, c'est Marcel. Comme a dit Martin, c'est un peu cette salle qui nous fait venir ici. Et je crois qu'il faut effectivement rappeler du point de vue de l'histoire, c'est une contribution que je fais, rappeler un peu de l'histoire pour remémoriser, pour que les uns et les autres appellent qu'il y a des expériences qui se sont déroulées dans ce monde pour lesquelles nous pouvons en tirer parti. La première, celle que je vais citer, c'est la nôtre. Le défunt président Tchétché Sikaya disait, après la guerre, il a dit aux autorités en place qui ont gagné la guerre, vous avez gagné la guerre, mais transformez cette guerre en victoire politique. En d'autres termes, Tchétché Sikaya voulait tout simplement dire que il y a dans les familles, on se bat, dans certains pays, il y a eu la guerre, mais il y a eu la paix des braves. Dans certains pays, il y a eu des apartheids, mais il y a eu réconciliation et le reste. Et donc, à chaque fois que nous tendons la main au président Denis Sassou Nguesso pour qu'il fasse les choses proprement, malheureusement, souvent on est heurté à la ruse. La dernière en date, c'est Vaux. Et donc, comme beaucoup, Martin vient de me précéder, et le frère de l'UPC, dont je connais l'expérience à l'époque à la FIANF, montre que dans ces luttes-là, il faut tirer parti des expériences des autres. Et aujourd'hui, la nôtre, elle est troublante parce que la personne ou les dirigeants à qui nous tendons la perche font en permanence la sourde oreille. Alors donc, faisons comme Lénine qui disait que faire? Il faut aujourd'hui que les Congolais, les cadres, les militants, de tout ce qu'il faut, les intellectuels, remuent les ménages pour trouver une alternative essentielle. Stéphane Hessel, celui qui a écrit la Déclaration universelle des droits de l'homme, vient de mourir.
le dernier bastion de celui qui nous a livré ces déclarations et c'est le seul aujourd'hui qui quitte ce monde. Donc, les Congolais que nous sommes, faisons un effort, tout au moins pour que, effectivement, on en tire les conséquences ou c'est les substances des luttes des autres pays. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci. On va passer la parole au président pour pouvoir apporter les réponses. Merci. Monsieur le ministre, vous pouvez peut-être répondre à certaines questions. Monsieur le Président, d'abord, M. Manuel nous demande de dire dans quel cadre constitutionnel les États généraux vont se dérouler. Mais comment les choses se sont passées en 1991? On parle de la lettre ouverte, pression populaire, pression des partis. Le président de la République se sent dans les conditions morales et politiques de convoquer les États généraux, de convoquer la conférence nationale. Ça va se passer de la même manière. Pression politique forte, pression morale forte, non seulement de la diaspora, mais surtout de l'extérieur, de l'intérieur du pays. Il faut que nous nous acharnions sur le mal qui se fait sur nos populations pour que nous demandions à Sassou, écoutez, Monsieur le Président de la République, vous avez des pouvoirs. Vous avez été mis en place, certainement, par des élections. Mais le pays se porte mal. Il faut que nous parlions. C'est une affaire de parler avec le pouvoir. Ce n'est pas une affaire d'aller faire la guerre au pouvoir. Les États généraux, c'est un forum, c'est un rassemblement des Congolais sans exclusion pour dire l'école va mal, la diplomatie est en panne, elle n'a pas les moyens de se faire, les hôpitaux sont en train de s'écrouler. Nous parlons pour chercher la manière de mieux faire, les hommes pour mieux gouverner et la manière de faire au plan moral, les gens se comportent mieux. C'est ça. Il n'y a pas de guerre avec Sassou. Avec Sassou, c'est une manière de dire, Monsieur le Président, parlons parce que vous êtes arrivé au bout de ce que vous devriez faire. Sans plus. Il doit comprendre et il comprendra. C'est la pression populaire qui doit créer les conditions du rassemblement des Congolais, le pouvoir compris. Sans plus. Sans plus. Mais Sassou, c'est vrai que Sassou, il ne va pas se libérer comme ça là, en nous donnant les États généraux. Nous n'avons pas... Sassou, il sait, vous l'avez dit vous-même, l'expérience de la conférence nationale était désastreuse pour lui. Il a parlé de la traversée du désert. Mais nous n'avons pas le choix de lui dire que ça marche mal, que nous devrions parler. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Donc, nous ne sommes pas des militaristes, nous n'avions pas des munitions quelque part cachées au Congo, ni dans les régions où semble-t-il, c'est plutôt lui qui a des armes qui sont cachées dans la partie nord. On en connaît des lieux, mais moi je vous certifie que le président Sassou devra dialoguer avec son peuple parce que les choses en sont à un point où elles ne marchent plus. C'est ça l'intérêt des États généraux. Dans toute ma déclaration, moi je n'ai pas parlé de l'armée, sinon qu'elle devait être refaite sur la base d'objectifs qui seront fixés aux États généraux. Donc, c'est votre rôle, c'est le nôtre. Ça ne sert à rien de pleurer sur la périphérie. Ne pleurons pas, battons-nous, soyons nombreux pour que nous imposions au président de la République les États. C'est lui qui doit les convoquer. C'est pour cela que nous parlons de convocation. Même avec Louis XVI, il a convoqué les États généraux. Même avec Louis XVI, alors que déjà la population française était en ébullition, c'est lui qui a pris le décret, la loi les convoquant. Sassou devra les convoquer. Il va les convoquer. Vous allez voir. Comment se déroulent les États généraux? Mais d'abord, ne pense pas que nous sommes ici, staff déjà constitué en gouvernement. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais nous ne sommes rien. Nous sommes un maillon du combat qui se fait pour les États généraux. Un simple maillon du combat qui se fait pour obtenir la convocation des États généraux. Ils vont se dérouler de la manière la plus normale. Le président de la République en sent la nécessité, et il prend un décret, il convoque.
Puisqu'aux États généraux, il faut déplacer les gens qui sont à l'extérieur. Il faut déplacer ceux qui sont à l'intérieur. Il faut mettre les militaires en faction pour la sécurité. Il faut donc un décret présidentiel qui crée les moyens de l'organisation des États généraux. Donc, ils vont se dérouler de la manière la plus normale. Mais Sassou n'est pas l'ennemi des États généraux. Sassou n'est pas l'ennemi des États généraux, c'est un partenaire des États généraux. C'est un partenaire des États généraux pour qu'ils se tiennent comme il faut. Ce qu'il en sortira dépend des États généraux. Et ce que nous ferons de Sassou un président, ce qu'on fera de Sassou un premier ministre, et ce qui sera une collaboration avec Sassou. Ça, c'est l'affaire des États généraux. Il doit se dérouler dans un cadre normal et institutionnel. Nous ne sommes pas des putschistes. Nous n'allons pas pour rien. Sassou a il a plus d'armes. Tous les généraux sont avec lui. Ils sont peut-être 50. Une trentaine sont du Nord. On n'a aucune force pour faire un coup d'État avec Sassou. Nous allons sur des bases pour faire ce travail. Donc, les gestionnaires de la paix des États généraux, c'est l'affaire des États généraux. Nous ne sommes que les accompagnateurs pour que les États généraux se tiennent. Mon cher Martin, il ne faut pas rester en dehors du combat. Le combat, mais tu l'as dit. Il faut donc rejoindre ceux qui sont en train de mener ce combat aujourd'hui. Il faut rentrer dans l'histoire maintenant. Voilà. Alors, si tu as vu la vidéo qui circule sur YouTube, on a bien dit qu'il s'agit d'une dictature. Dictature, et le mot même n'est pas très fort, mais c'est plus que ça. Moi, j'emploie plutôt le mot génocidaire. C'est le mot qui convient. Car un pouvoir qui tue son peuple, c'est un pouvoir génocidaire. Il faut dire le mot, sans se gêner. Moi, je voulais compléter ce qu'a dit le ministre. Le 15 juillet dernier, on a eu des élections législatives. Mais personne n'a tiré les conclusions de ces élections législatives. Pendant ces élections législatives, il y a eu 80% des Congolais qui ne sont pas allés aux urnes. Mais personne n'en a parlé. Sassou n'en a même pas parlé, il n'a pas tiré de conclusions. Voilà, nous, les opposants, on s'est dit, il faut qu'il y ait des États généraux parce qu'il y a une majorité silencieuse qui ne parle pas. 80% des Congolais ne parlent pas. Donc en fait, les États généraux, c'est les conclusions de l'opposition congolaise qui s'est dit, si les Congolais ne vont plus voter, on ne va plus continuer comme ça. Aujourd'hui, demain, il y a les élections locales, il y a les élections présidentielles de 2016. Mais nous nous rendons compte aujourd'hui, on ne peut pas aller aux élections avec Sassou et son gouvernement, avec Mouloud, on ne peut pas aller aux élections, d'où les États généraux qui sont très importants. Parce que le gouvernement Sassou nous prive des libertés. Si le Congolais ne va pas voter, personne ne dit, personne ne parle de ça. Le problème le plus important, pourquoi les Congolais ne vont pas voter, d'où les États généraux. Voilà. Donc c'était juste pour vous dire que ces États généraux-là, c'est très important pour l'avenir du Congo, parce que l'avenir du Congo est hypothéqué par les prêts chinois. On a pris beaucoup de prêts chez les Chinois et c'est des prêts qu'on doit rembourser. L'avenir du Congo est hypothéqué parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus rien. Donc c'est à nous de prendre conscience par rapport à ça. Et les États généraux, c'est obligatoire pour nous. Merci. Bien, pour revenir donc à la question quant à savoir les États généraux partiront de quelle année. Vous savez, les États généraux, c'est un forum. Il y aura un règlement intérieur. Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui, nous, de dire comment ça va se dérouler. Les États généraux, ce sont les Congolais dans leur diversité. Ça se passera au Congo. Ça ne se passera pas dans la salle Colbert. Donc, il n'est pas question ici de vous dire ça partira de 1960 ou de 1812 ou je ne sais de quoi. Ce sont les Congolais réunis ce jour-là qui décideront de l'ordre du jour et de la façon dont se tiendront les États généraux de la nation. Voilà. Je me une question que vous avez répondu. Oui. Il dit que nous ne sommes pas piégés par le pouvoir dans la convocation des États généraux. Non. Le pouvoir ne piège pas les populations qui exigent les États généraux. Ou bien le pouvoir ne se reconvertit pas en demandeur des États généraux pour s'auto-piéger. Non. Il faut purement simplement exclure la nuance par laquelle les gens qui demandent les États généraux, ce sont les gens qui font le jeu
de Sassou pour que les États généraux soient un instrument du pouvoir qui manipulerait. Les États généraux ne sont pas une demande contournée du pouvoir au service du pouvoir. Non. Les États généraux sont une quête populaire, une quête démocratique, une quête citoyenne de l'opposition pour un rassemblement en vue de poser des problèmes et y trouver des solutions. Parce que l'opinion aussi dit que bon, ces gens-là qui se retrouvent là-bas, ils font le jeu de Sassou pour qu'on... Non. En tout cas, nous nous refusons, nous nous inscrivons en faux contre cette logique d'un piège dans lequel nous qui sommes défenseurs des États généraux, nous faisons le jeu du pouvoir qui devra par la suite se saisir des États généraux pour les maîtriser, les contrôler. Non. De la pression sociale, ce qui a été évoqué par le ministre Boisbary, pardonnez-moi d'écorcher votre nom, monsieur le ministre. Donc, le mécanisme de cette pression morale, je veux bien croire, mais par quel moyen? Serait-ce par la désobéissance civile ou par des grèves généralisées? Ça reste de toute façon un peu l'asthme. Hein. Qui dit désobéissance civile dit aussi grève généralisée. Mais la problématique première, et c'est là ma question, c'est l'exigence d'efficacité qui se pose à moi, à nous, qui souhaitons de manière énergique cette tenue des États généraux de la Nation. En ce qui concerne donc la façon d'y arriver, en sachant pertinemment, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, un des intervenants, et ça me semble quelque part fondé, si on fait l'effort d'analyse, l'opposition semble un tout petit peu éparse, ça n'est un secret pour personne, mais face à cela, nous savons pertinemment que nous n'allons pas attendre le Sassou de son bon vouloir pour dire oui, parce que la conférence PIS, c'est quelque part qui semble lui donner, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il n'endort pas, parce que ses conseillers sont aussi en train de travailler sur les stratégies pour contrer cela. Et donc, les mécanismes pour y parvenir, c'est là la grande question, dès lors qu'il est constaté que l'opposition semble aller un peu dans tous les sens. Donc voilà la question. Merci bien. La parole est maintenant à Martin Renard. Mais soyez bref. Bon, vous en faites pas. Bienvenue. Pardon. Non, mais je crois que j'ai été vraiment précédé par mon compatriote qui vient de parler. Évidemment, c'est la posture de l'opposition actuelle. On est élu localement, donc à l'intérieur du pays, pour tout ce que nous récoupérons comme information. Bien qu'étant à Paris, nous avons tous aussi une façon de communiquer avec le pays et le Congo profond. Pourquoi je répète cela? Simplement, c'est cette même opposition qui légitime en quelque sorte le régime en place. À moindre initiative du pouvoir, surtout parlant des élections, ça court. Au départ, vous entendrez des sons discordants et à la fin, ils sont partis prenants. Ils prennent part aux élections. Est-ce que cette fois-ci, Monsieur le ministre Boisbary semble nous rassurer, on entend le président Goma parler avec force et vigueur, on ne peut pas, on ne peut que les croire, nous soutenons ça, mais en tant qu'individu, je me pose quand même cette question, la crédibilité de l'opposition sur la place de Brazzaville et sur la place de Paris. Sur la place de Paris, nous avons parlé de ça, d'histoire un peu, pour que l'opposition de Brazzaville puisse se sentir forte et même corriger ce qu'elle doit avoir à corriger, il faudra qu'il y ait aussi une position forte, une crédibilité retrouvée ici sur la place de Paris. Sans cela, il n'y aura absolument rien. Conférence nationale à 91, simplement, la présidence Soïkra, le discours de la Baule, mais aussi l'opposition qui était en place ici sur Paris, qui a une certaine crédibilité et tout ce qui s'est fait sur le pays. L'opposition sur le questionnement, l'opposition à Brazzaville, il n'y a aucune emprise sur les mouvements syndicaux. Il n'y a plus de syndicats au Congo. J'ai entendu un de l'autre dire le pouvoir accapare
les syndicats, mais que fait l'opposition? Quels sont les relais? Quels sont les relais sur le terrain? Nous ici, quels sont nos relais? Je sais qu'il y en a, mais comment les déployer? Comment les déployer? Donc, je veux bien engager dans ça, le moyen est stable, redevenons crédibles. Quelle est notre crédibilité, que ce soit à Brazzaville ou sur Paris? Merci. Merci. J'interviens sur la crédibilité de l'opposition. Vous savez que dans un... D'abord, il faut définir qu'est-ce qu'une dictature. Une dictature, c'est un régime politique dans lequel une personne ou un groupe de personnes s'accapare de tous les pouvoirs sans qu'aucune loi ou institution ne les limite. Donc, dans une dictature, il n'y a pas d'opposition, il n'y a que des résistants. Donc, en ce moment, on ne peut pas dire qu'il y a d'opposition. Parce qu'on voit qu'elle est déstructurée, elle est désorganisée. On voit qu'il y a une opposition à Brazzaville qui va aux élections. Ici, on sait que par avance, ils vont perdre, ils vont aux élections. On est ici, on parle d'opposition. Alors que nous n'avons même pas, nous ne nous sommes pas retrouvés pour construire un cadre juridique. Voilà. Moi, c'est le cadre juridique. On a eu une situation, parce que j'ai suivi un reportage là d'une femme, je pense que c'est vous qui avez fait un reportage sur Pointe-Noire. J'ai d'ailleurs étudié au lycée Carlemas là. Aujourd'hui, voilà, j'ai vu que Pointe-Noire, c'est une ville poubelle, c'est une décharge à ciel ouvert. Toutes les villes du Congo sont comme ça. Le système éducatif est chaotique. Le pays est bradé au nom des Chinois. Ils sont les maîtres d'œuvre. Ils organisent tout. On pille le pays. On est en train de faire. Alors que nous, on ne paie pas aujourd'hui. Avec les éléments que nous avons, que les gens qui vont au pays, qui reviennent ici, essayer un peu d'abord de construire un cadre juridique. Parce qu'on ne peut pas aller à la pêche sans filet. Donc moi, j'aurais souhaité qu'il y ait des dossiers qui se soient du point de vue constitutionnel, c'est-à-dire du cadre juridique, qui va de quelle période à quelle période. C'est pourquoi j'ai insisté sur la question. Il y a aussi des questions sociales. Les questions environnementales, parce que le pays est détruit. On est en train de faire, là j'ai entendu, on va faire un truc sur Amayoko, le bois au nord là-bas, partout, bloc. On est en train de tout brader le pays. Donc, il faut que nous donnons des outils techniques pour que nous partions avec des documents. Ça, c'est la Constitution. Donc, il faut que nous ayons un cadre juridique. Les États généraux de la nation, on va aller là-bas avec quel outil? Et quelles seront les compétences qui vont aller à ces États généraux? Est-ce qu'on va faire ce qu'on a vu à la conférence nationale souveraine, qu'on a mis, on a construit un cadre juridique, en fait on a laissé les clés de la maison. Je ne pense pas que du jour au lendemain comme ça, il va accepter qu'on aille aux États généraux. Donc j'aimerais savoir quels moyens que nous avons de pression envers le président pour le pousser à aller vers les États généraux. Quelles armes que nous avons, afin que nous mettons la pression, le pousser qu'il aille aux États généraux. Voilà. Et puis, j'ai un point aussi que j'ai noté. Ici, nous sommes juste une infime partie de la diaspora. Est-ce que nous avons des moyens, ou nous avons cherché à trouver des moyens pour essayer de rassembler, de mobiliser vraiment la grande partie de la diaspora? Est-ce qu'il y a, par exemple, des tracts que nous donnons pour appeler, inviter la diaspora, vraiment les Congolais, dans leur foyer où ils se trouvent en France, pour se joindre à nous dans ce combat-là? Ça aussi, j'aimerais savoir. Et voilà, c'est ces deux points-là que j'ai notés. Merci, bonjour. Je me présente Freddy Richard. J'ai pas une question à poser, je vais parler aussi au présidium et à tous mes confrères ici. J'ai remarqué les intervenants. Il est bien de critiquer. Moi, je pense, on est tous ensemble, on part sur une même lignée. Moi, je pense qu'il faut aussi proposer des choses, proposer des idées. J'insiste sur ça, il faut proposer des idées. S'il y a l'adresse mail, s'il y a des sites, on est tous ici, celui qui peut émettre quelque chose de très important, qui peut apporter quelque chose de positif par rapport à cela, proposer des idées. Je pense que c'est ça qui est plus important pour y aller ensemble. Merci. Merci pour la vie. Merci. Alors, tout d'abord, quand une gratulation concernant toute l'équipe qui se présente à nous et qui nous a fait une très belle proposition. En fait, ce n'était pas une question, c'était tout simplement pour faire une petite remarque.
Il y a un doigt là-bas. Madame, à vous la parole. Oui, bonsoir. Je m'appelle Rachel Kessin, je suis journaliste. Je travaille pour le site journal de Braza.com. Moi, je veux juste faire remarquer quelque chose. C'est que vous avez parlé tout à l'heure de l'égalité des femmes. Je suis une femme, donc c'est une question qui me sensibilise. Et quand je vois la composition du bureau, je suis désolée, mais je vois très bien que ce n'est pas encore vraiment ça. Et même la composition de la salle. Alors, pourquoi ne pas déjà au départ intégrer des femmes, même si vous n'êtes qu'une infime partie, donner le ton de ce que vous comptez faire? Voilà, c'est tout. Bonne question, bonne question. C'est une bonne question. Madame, je vais vous répondre sur le champ, vous allez comprendre. Je suis venu avec mon épouse, déjà. Donc il est intégré dans ce combat. Elle est là, avec son ami. Voilà, je vais te dire ça. Ça veut dire que si chacun de nous pouvait faire la même chose, on serait, je crois, à égalité, hommes et femmes. Mais nous y tendons, comme on dit en main, nous y tendons progressivement. Faites appel aux femmes. Voilà. Je vous en prie, nous accorderons la parole à tous ceux qui veulent parler. Je voulais juste répondre à ma chère Rachel, qu'effectivement, je crois que c'est un souci qui avait été vu. L'unique femme qui devait être au présidium, malheureusement, est chargée du protocole. Donc on ne pouvait pas la garder ici pour lui permettre de se déplacer facilement. Sinon, elle était prévue d'être au présidium. Donc voilà. Et il y a une autre aussi qui s'est excusée. Pour ceux qui ont l'habitude d'être avec nous, qui la connaissent bien, c'est Marie-Louise Abia qui n'est pas là. Donc voilà les deux femmes prévues au présidium. Malheureusement, pour des raisons techniques, comme vous pouvez le constater, elles ne sont pas avec nous au présidium, mais elles sont dans le combat. Bien. On va répondre aux questions qui ont été posées. Monsieur le ministre, vous... Je voudrais d'abord que les dames qui sont dans la salle, qui ne sont pas encore avec nous, dès ce soir, adhèrent au comité et donnent leur numéro de téléphone aux amis du protocole pour qu'elles soient conviées désormais aux réunions du comité. Si ce qu'elles disent est bon, dès ce soir en partant, elles font acte de candidature, enfin acte d'adhésion pour désormais travailler avec nous. C'est ce que vous avez dès ce soir. Monsieur le Président, M. Suarez dit que nous avons oublié beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a oublié beaucoup de choses. Dès que je commence à parler, vous avez entendu le modérateur, il dit « Vous n'avez que 5 minutes ». Donc, on ne peut donc pas énumérer tout ce qu'il y a comme malaise au Congo. On en prend quelques-uns, peut-être entendu que lorsqu'on parle de crise multidimensionnelle, on a tout évoqué. On ne peut donc pas, au cas par cas, se mettre à évaluer et énumérer tous les mots dont souffre le Congo. Donc, il y a des oublis, mais par crise multidimensionnelle, tout est compris. Monsieur le Président, il y a beaucoup d'amis, dont Suarez ici, qui parlent d'abord des états généraux de l'opposition. Mais ce n'est pas nécessaire aujourd'hui. Ce n'est pas nécessaire aujourd'hui. La santé du pays urge. Pour que nous perdions le temps à nous réunir d'abord en états généraux de l'opposition avant d'aller aux états généraux de la nation. Mais l'opposition, elle ira aux états généraux de la nation, et puis au-delà peut-être de ces états généraux, elle pourra refaire l'ordre. En tout état de cause, l'opposition existe. Elle est peut-être sans moyens financiers, c'est ça le grand grief, mais elle se bat les mains nues. Pour moi, je positionne le président, les états généraux de l'opposition aujourd'hui, ce n'est pas aux porteurs. Le plus utile, c'est obtenir que les états généraux de la nation se soient convoqués. Qu'est-ce que nous demandons à la France? Le soutien. Nous sommes des citoyens qui voulons que chez nous, le peuple se développe. Nous, citoyens qui voulons que la démocratie se développe, nous demandons à la France le soutien multiforme pour que chez nous, le Congo se développe démocratiquement comme l'est la France aussi. Pourquoi la France est allée au Mali? Pourquoi elle est allée en Libye? Pourquoi elle est allée en Afghanistan? Pourquoi elle est allée aux endroits où la démocratie se bat? C'est parce que la démocratie, c'est une valeur qu'elle défend. Donc elle a des raisons de venir soutenir le Congo lorsque les Congolais se battent pour l'exploration de la démocratie. Le soutien que nous exigeons, nous demandons à la France, c'est un soutien précieux, parce que c'est le soutien pour des valeurs qu'elle partage essentiellement avec nous. Bon, les mécanismes de la
de la pression morale. Mais nous, je voudrais que dès ce soir, tous, vous veniez aux réunions du comité. À partir de ce soir, il n'y a pas une liste de présence qui est là. Moi, je voudrais que dès ce soir, au plan moral, vous nous laissiez vos adresses mail, vos numéros de téléphone, pour que nous vous associons au comité, pour qu'il grandisse. Parce que la pression morale, c'est celle-là. La pression morale, ce n'est pas rester dans sa maison et pleurer. La pression morale, c'est créer les conditions de demander à Sassou, de dire à Sassou que le pays va mal. Dès ce soir, rejoignez-nous. Rejoignez le travail que nous faisons autour du président Goma. Rejoignez le travail que nous faisons autour des amis qui sont pour la promotion des États généraux. Il n'y a pas de mécanisme écrit quelque part. La désobéissance civique, elle existe constitutionnellement. La grève générale, elle existe constitutionnellement. Mais ce que nous avons les moyens, la désobéissance civile, on en arrivera là peut-être. Mais aujourd'hui, le vrai mécanisme, c'est la pression morale que nous devrions exercer, chacun de nous à l'endroit où il est, et en gonflant, en grossissant les structures qui travaillent pour la convocation des États généraux. L'opposition en Brazzaville et le comité d'action à l'extérieur. Mais nous en arriverons un jour, grâce à vous aussi. Mais cette question de dire que l'opposition est au service de Sassou, la journée elle parle, la nuit elle va prendre l'argent chez Sassou, ça c'est un discours. Ça c'est un discours. Il faut s'en tenir à des faits réels. Il faut s'en tenir à des faits réels. Aujourd'hui, je sais qu'à Brazzaville, il y a 17 partis qui se battent, qui vont organiser un meeting d'ici là. Je crois que si vous avez des amis qui sont au Congo, des parents qui sont... Il faut que le discours-là, vous le perceviez. Vous ne pouvez pas vous mettre à taper sur des gens qui se battent dans l'insécurité, dans des conditions difficiles. C'est comme si vous ne croyez même pas à la bonne foi de ce que nous sommes ici. Moi, je l'ai entendu. Parce que nous ne sommes pas, on ne vous piège pas, nous sommes au service de Sassou. Si vous commencez par douter de la bonne foi de ceux qui sont devant vous, c'est grave. Moi, j'avais dit un jour dans une réunion, une conférence de presse du palais à Brazzaville, parce qu'il y a que Lissouba n'a pas dit. Lorsque Lissouba dit, nous croyons. Lorsque Lissouba dit, nous croyons. Mais lorsque l'opposition a dit, nous avons des raisons d'y croire. Parce que nous estimons que le discours de l'opposition est un discours démocratique pour le changement au pays. On n'a pas besoin de savoir qu'ils n'ont pas dit vrai, ils ont dit vrai. Le discours compte en politique. Mais qu'est-ce que Jean-Luc Mélenchon fait d'extraordinaire ici en France? C'est son discours qui mobilise les foules. Vous les avez vus à la Bastille. Le discours politique, il compte. Il crée la foi. Et nous voudrions, vous croyez au discours de l'opposition, nous voudrions, vous croyez au travail que la coordination fait autour de Kamani Goma. Et nous voudrions, vous grossissez ces rangs. Et c'est fondamental pour nous. Et puis, Monsieur le Président, comment rassembler la diaspora? Mais c'est par ce genre d'acte. Si demain, vous êtes nombreux autour de nous, on aura fait quelque chose. Combien de rassemblements on n'a pas tenté à la diaspora ici? Combien ne se sont pas évanouis le lendemain? Et ce qu'on peut espérer que ce soir, c'est le débat, le début d'un grand rassemblement autour de la coordination du comité. Si c'est oui, c'est bon. Si c'est non, c'est des vœux pieux pour rien. Si c'est bon, c'est bon, sinon c'est des vœux pieux pour rien. En tout cas, moi je voudrais que vous regroupiez, vous nous rejoigniez. Vous ne rejoignez pas des gens qui sont au service de Sassou, vous rejoignez des amis pour partager avec eux un idéal de combat. Et nous l'avons. Monsieur le Président, j'allais terminer. Une longue vie s'achève, un grand bonheur a surgi. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Congolais debout fièrement partout, proclamant l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise,